franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui en ce 31 décembre, un sujet de circonstance, l'histoire du Nouvel An. Nous voulons et ordonnons qu'en tous actes, l'année commence dorénavant et soit comptée du premier jour du mois de janvier. Le roi en son conseil, Charles IX, le 9 août 1564. « 2000 ans d'histoire », Patrice Gélinet. Parce qu'il n'est ni une fête religieuse comme Noël, ni la commémoration d'un événement de notre histoire nationale comme le 11 novembre, le jour de l'an est la plus universelle des fêtes. Mais parmi ceux qui réveilleront aujourd'hui, lorsque sonneront les 12 coups de minuit à Tokyo, Shanghai, Bombay, Moscou, Berlin, Londres, Paris, Rio ou New York, combien savent que le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année, et qu'en France, il ne l'est devenu qu'au XVIe siècle. Mais il a fallu attendre encore longtemps pour que le jour de l'an soit fêté comme il l'est aujourd'hui sur tous les continents. TF1, Anne-Claire Coudray, le 1er janvier 2010. Big Ben, qui sonne les premières secondes de la nouvelle année, et des centaines de milliers de Londoniens qui se pressent sur le bord de la Tamise pour un immense feu d'artifice. Un peu plus au nord, le château d'Édimbourg s'embrase. Une pluie d'étincelles et de couleurs, comme à Moscou, où quelques heures plus tôt, 2010 est entré en Europe par la place Rouge. Puis ce fut Berlin et la porte de Brandebourg, où la valse a entraîné les Allemands jusqu'à des heures tardives, le temps de se souhaiter une vie meilleure. Tout d'abord une bonne santé, et puis le bonheur, et avant toute chose bien sûr, l'amour. Moi je veux une petite fille pour 2010. Jouez plus et travaillez moins. Les 12 coups de minuit ont ensuite traversé l'Atlantique. À Times Square, les amoureux s'embrassent. Peu importe les latitudes, le compte à rebours a résonné au même rythme. 1 minute to midnight, 1 minute to go, 1 minute to say goodbye before we say hello. Jacqueline Lalouette, bonjour. Bonjour Patrice Gélinet. Et c'était l'an dernier, le nouvel an 2010, auquel ressemblera sûrement celui de ce soir, une fête parmi toutes celles que vous passez en revue dans votre livre Jour de fête, qui a été publié chez Talandier, un livre dans lequel vous rappelez les 11 fêtes légales qui existent aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui distingue le 1er janvier des autres, du 11 novembre, de Noël, de Pâques ou du 14 juillet, Jacqueline Alouette? Vous avez déjà répondu tout à l'heure partiellement à cette question, à savoir que le 1er janvier ne commémore aucune fête à caractère civique ou national. Vous avez parlé du 11 novembre, on pourrait ajouter bien sûr le 14 juillet ou le 8 mai. Ce jour ne correspond pas, ou n'est pas fêté du moins en tant que fête religieuse, parce que pendant longtemps, le 1er janvier a aussi correspondu à une fête religieuse qui était la fête de la circoncision, qui est maintenant déplacée au 2. Donc pas de dimension civique ou nationale, pas de dimension religieuse pour fonder ce caractère légal de la fête, pas non plus de caractère social comme peut avoir le 1er mai. Donc ce 1er janvier est une fête purement sociétale en quelque sorte, même si par ailleurs il y a quand même un élément politique à cause des vœux du président, et même s'il y a une dimension religieuse, parce que des gens se rendent à une messe pour appeler la bénédiction de Dieu sur la nouvelle année. Même pour les Romains, il y a une dimension religieuse parce qu'ils avaient un 1er janvier. D'ailleurs, janvier, ça vient de Janus, le dieu à double face, qui voyait à la fois vers le passé et vers l'avenir. Mais cela dit, ça n'a pas toujours été le 1er janvier, le premier jour de l'année. Je crois que pour les Égyptiens, c'était le jour de la crue du Nil qui apportait l'abondance en aval dans les cultures. Et puis alors, pour les chrétiens, pendant très longtemps, le 1er jour de l'année, vous le dites, Jacqueline Alouette, c'était Pâques. Alors, c'est ce qu'on appelle le style. On ne dit pas la date, on dit le style. Pendant longtemps, effectivement, jusqu'à l'édit de Charles IX,
que vous avez cité, l'édit de 1564 qui a été pris au château de Roussillon. C'était Pâques, mais on a eu aussi des moments où c'était Noël. On parle du style de la nativité, du style pascal. Et il y avait un certain désordre dans le royaume à cause des différents styles. Et en outre, Pâques surtout, qui est une fête mobile, n'est pas toujours célébrée à la même date. Et cela provoquait quand même un certain désordre. C'est la raison pour laquelle Charles IX a décidé d'unifier tout ça en disant le premier jour de l'année, ce sera le 1er janvier. Sur les conseils d'ailleurs du grand chancelier Michel de l'Hôpital. Alors cela dit, ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, à une exception près, ça a été le calendrier révolutionnaire. En 1792, on dit non, le premier jour de l'année, ce ne sera pas le 1er janvier, ce sera le jour de la proclamation de la République. De la Première République, effectivement le 22 septembre, et ce calendrier qui par ailleurs ne correspondait plus dans sa structuration intérieure au calendrier chrétien, puisque c'était les décades avec les décadistes, un calendrier républicain laïcisé, a duré quelques années, et c'est sous Napoléon en 1805, je crois, qu'on est revenu au calendrier grégorien. Alors depuis donc, pour presque tout le monde, le premier jour de l'année, c'est effectivement le 1er janvier, sauf pour les orthodoxes, sauf pour les musulmans. Pour les orthodoxes, c'est le calendrier liturgique des orthodoxes, bien sûr. Et puis alors, sauf pour les musulmans, et puis alors aussi pour les Chinois, qui ne font décidément rien comme tout le monde, et qui en 1982 ont fêté le Nouvel An, le 25 janvier. TF1, Yves Mourouzi. C'est en effet le nouvel an de l'année lunaire. Nous sommes en l'an 2526 selon le calendrier de l'ère bouddhique. Une année qui, selon les spécialistes, ressemble comme une sœur à celle du chien ou du coq. À noter qu'à Paris, on a célébré, selon la tradition, l'arrivée de cette nouvelle année. On l'a célébré également à Pékin et à travers tout le sud-est asiatique, qui devrait, puisque c'est l'année du chien, entraîner à la fois le meilleur et le pire. On ne sait pas très bien, dans l'année du chien, à quel saint il faut se vouer. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜。 Et c'est le groupe Pink Martini qui souhaite la bonne année en chinois, parce que ça a beau ne pas être à la même date, c'est toujours un peu la même chose que l'on soit en Chine, que l'on soit en France ou en Amérique. Au fond, c'est de la même manière que se passe le Nouvel An, Jacqueline Lalouette. Le Nouvel An chinois, j'habite dans le 13e arrondissement, donc je connais bien, je connais bien. J'ai assisté à plusieurs reprises au défilé pour le Nouvel An chinois avec leurs dragons, leurs lanternes. Il y a quand même un caractère très très particulier. Oui, mais très festif aussi. Très festif, bien évidemment. Et puis c'est l'occasion, vous le rappelez, et ça c'est vrai partout, d'abord de s'interroger sur l'avenir, que va-t-il se passer l'année suivante, et aussi de faire le bilan de l'année écoulée. Pendant longtemps, effectivement, que ce soit les particuliers, les simples individus, ou que ce soit des hommes d'église, des hommes politiques, s'interrogeaient sur la manière dont l'année s'était écoulée et prenaient des résolutions pour l'avenir. Vous citez Flaubert qui écrit joliment en 1868 « J'ai coutume tous les ans pendant la nuit de la Saint-Sylvestre de me recueillir comme les dévots qui font leur examen de conscience et de résumer mon année comme les négociants le font qui font leur inventaire. » On trouve d'ailleurs à peu près le même discours sous la plume de Marcel Samba, le leader socialiste au début du XXe siècle. C'est assez amusant. Et on trouve la même façon de se comporter, par exemple chez les Juifs. La fête du Rosh Hashanah, qui n'est pas le 1er janvier, mais elle-même, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année passée. Oui, et de s'interroger sur l'avenir, en effet. On pourrait citer également le jour du Nouvel An pour les musulmans, le 1er Muharram, mais qui est moins fêté. Qui est le premier jour de l'Hégire, du calendrier musulman. Le calendrier des Berbères, enfin, il y a toutes sortes des communautés, mots à bannir, des groupes, je ne sais pas trop comment il faut dire, qui fêtent aussi leur Nouvel An à eux. Et Nouvel An qui est aussi l'occasion de présenter ses vœux et de faire de bonnes résolutions. Je vais essayer de mieux travailler à l'école. D'être gentil, serviable, aimable envers tout le monde, notamment envers la famille. Je fume pas beaucoup, donc ça va. Peut-être un peu la boisson. Régime, je passe ma vie à être au régime, je suis toujours aussi grosse, si c'est pas plus. Un peu plus d'attention pour ceux qui m'entourent.
Peut-être essayer de fumer, mais bon. Arrêter, oui. Mais ce serait peut-être la seule, parce que sinon, je fais déjà pas mal de choses. Boire moins, manger moins, c'est pas là-dessus que je vais essayer de me priver, ni manger, ni faire la fête, au contraire. Oui, j'ai pris des bonnes résolutions. Je vais être beaucoup plus raisonnable, moins folle. Vous croyez qu'on prend encore de bonnes résolutions à mon âge? Il y a longtemps que j'ai plus de bonnes résolutions à prendre. Poignée de main chaleureuse, on se la souhaite bonne et heureuse, on embrasse des joues frileuses. Quand vient le 1er janvier, on s'envoie des cartes postales, des photos de la capitale ou d'une vieille ville provençale. Quand vient le 1er janvier. Et c'était Jean Constantin en 1953, le 1er janvier, donc jour des bonnes résolutions, même si on ne les tient pas pendant le reste de l'année, Jacqueline Alouette. Oui, ça reste apparemment une pratique individuelle de se dire, tiens, jusqu'à présent, j'ai mal vécu, j'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je vais essayer de me corriger pour l'avenir. Vous avez entendu donc tous les extraits, que ce soit dans les rapports avec les autres, que ce soit dans la conduite de sa propre vie. J'avais consulté le Nouvel An d'il y a 2 ou 3 ans, le blog de Pierre Moscovici, qui prenait aussi des résolutions relatives à son activité politique, à la manière dont il se conduirait dans sa région, du temps qu'il consacrerait à ceci, à cela. Parce que maintenant, il y a effectivement des moyens, non seulement de présenter ses résolutions, mais de présenter ses vœux. Il y a Internet, il y a les SMS. Alors, il y a une évolution considérable, effectivement, dans la manière de présenter les vœux, où pendant longtemps, on se rendait personnellement au domicile de la personne à laquelle on voulait souhaiter la bonne année. Je cite un poème de Désaugiers du début du 19e siècle, qui est assez drôle, qui montre comment il s'éreinte à force de monter les escaliers et en visites innombrables. Donc pendant longtemps, ça a été les visites, puis les cartes de visite, et puis les cartes de vœux illustrées qui sont apparues vers la fin du 19e siècle. Pendant longtemps, ces mignonnettes ou des cartes un petit peu plus importantes que les mignonnettes ont eu un grand succès. Et puis sont arrivés les vœux par téléphone, quand le téléphone est devenu commun pour l'ensemble des Français dans les années 1960-70. Et puis ensuite, on a vu arriver les SMS et puis les cartes de vœux électroniques, où il y en a d'ailleurs de très 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 jolies. C'est-à-dire, on dit toujours la même chose, quel que soit le on dit toujours la même chose. C'est bonne année, bonne santé. Hein. Et si on est malicieux, on ajoute la goutte au nez pour toute l'année. Et si on est gentil, on dit le paradis à la fin de vos jours. Il y a autre chose aussi. Alors là, qui a échangé en revanche, ce sont les cadeaux. Vous dites que pendant très longtemps, en fait, en tout cas pour les adultes, le jour de l'an, c'était le jour des cadeaux, plus que Noël. Oui, le jour des étrennes, effectivement, c'était le jour de l'an. Et les cadeaux de Noël n'étaient guère offerts qu'aux enfants. Alors les enfants avaient droit, à dire vrai, à une double ration. Noël et le Nouvel An, mais les étrennes, c'était vraiment le Nouvel An, qui est une vieille pratique qui remonte aux coutumes romaines, en fait. Oui. Puis qu'on retrouve quand même dans les étrennes que l'on donne aux concierges, que l'on donne aux pompiers, que l'on donne... C'est un grand sujet de conversation. Oui, parce qu'il y a des gens qui protestent. Il y a des gens qui protestent. Vous citez, c'est très drôle, vous citez un monsieur qui, au XVIIIe siècle, c'est cité par le Mercure, qui disait, qui parlait de Eugène Muller, qui avait mis une épitaphe justement sur sa tombe: si gît dessous ce marbre blanc, le plus avare homme de Rennes, qui trépassa le dernier jour de l'an de peur de donner des étrennes. Oui, on peut citer également le cas de bourgeois, c'est ce que raconte Nestor Copeland, des bourgeois qui partaient pour être sûrs de ne pas être importunés par les gardiens, par les concierges, par les pompiers, par les éboueurs, etc., par toutes sortes de catégories de gens qui demandaient des étrennes. Et c'est d'ailleurs maintenant, dans un certain nombre de villes, interdit pour plusieurs corporations. Les pompiers peuvent encore le faire, ils le font. Les postiers, qui vendent leur très célèbre calendrier, peuvent le faire également. Mais par exemple, à Paris, les éboueurs n'ont plus le droit de le faire. Alors cela dit, le rituel le plus attendu, c'est bien sûr le repas du réveillon, l'occasion de manger ce qu'on ne mange pas tous les jours. France Inter dédiait le cas le 30 décembre 1977. Pour le grand public, le réveillon 77, c'est vraiment la victoire des magasins à grande surface. Eh bien, on s'aperçoit que depuis quelques années, les Français aux revenus les plus modestes ou assez modestes peuvent réveillonner, je dirais,
comme des princes. Ils s'offrent saumon, champagne, foie gras, huîtres et même caviar. Il faut savoir aussi que les Français sont prêts à dépenser chaque année des sommes de plus en plus importantes pour ces réveillons, de 400 à 600 francs, ce qui est beaucoup pour un seul réveillon. Moi, je suis venue acheter du saumon, je suis venue acheter du gigot. Au lieu de prendre de la dinde, je prends du gigot et des coquillages et du foie gras, un peu de tout, quoi, tout ce qu'il faut, quoi. Bien vite, c'est le jour de l'an qui nous revient à tous les ans. Bien vite, c'est le jour de l'an qui nous revient à tous les ans. Parlons donc de l'ancien temps, tout le monde s'amusait gaiement. On ressemblait les parents, on n'avait plus d'agrément. On ressemblait les parents, on n'avait plus d'agrément. C'est bien beau de s'amuser, il faut penser à manger. C'est bien beau de s'amuser, il faut penser à manger. On mangerait des bonnes tartes à la farlouche et aux dartes, et aussi des bonnes tourtières faites par notre bonne grand-mère. Et aussi des bonnes tourtières faites par notre bonne grand-mère. Et c'était la Bolduc en 1931 parlant de ce repas de réveillon, préparant son repas de réveillon au Canada. C'est un rituel évidemment incontournable, cela dit, qui est apparu assez tardivement, Jacqueline Lalouette. Oui, pendant longtemps, le réveillon, c'était le réveillon de la nuit de Noël. Oui, le réveillon repas. Oui, le réveillon du Nouvel An est signalé à partir de la fin du XIXe siècle, mais par la grande encyclopédie, mais il ne se répand véritablement qu'après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1930. Au mieux, il y avait une collation qui est du chocolat chaud, des amandes, des noisettes, collation signalée dans tel ou tel usage folklorique d'une province ou d'une autre province française. C'est l'élévation du niveau de vie, je suppose, qui explique, c'est les agapes justement du réveillon, même si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Oui, probablement. Et puis, à dire vrai, je n'explique pas très bien cette diffusion, propagation du réveillon. Peut-être le désir. Après la Première Guerre mondiale, vous voyez une vie un petit peu folle, un petit peu débridée, après ces grandes années de souffrance et de privation probablement. Cela dit, après la crise économique de 1929, qui a touché la France un peu tardivement, beaucoup de gens ont dû se priver de réveillon. Alors le réveillon du Nouvel An, c'est un réveillon plutôt entre amis, contrairement à celui de Noël, qui est plutôt un réveillon que l'on passe en famille. C'est aussi, alors vous le rappelez, et ça c'est relativement nouveau, des voitures incendiées. Tout le monde ne s'amuse pas, entre guillemets, de la même manière dans la nuit du Nouvel An. Oui, ça date des années 1990, effectivement, phénomène qui, pendant plusieurs années, ne frappait que les villes et qui, depuis l'an dernier, s'est mis à frapper aussi des départements ruraux. Et avec un nombre de voitures incendiées qui a considérablement augmenté. On est passé de quelques centaines de voitures à plus de 1000 voitures brûlées sur l'ensemble du territoire. Comment vous l'expliquez? Parce qu'en plus, il se trouve que la plupart du temps, ce sont des gens qui incendient les voitures de leur propre quartier. Oui, quand par exemple ce phénomène se déroule en banlieue, les gens qui brûlent les voitures ne vont pas à Paris provoquer ces incendies. Ils restent dans leur quartier, donc font du tort en fait à leurs proches, à leurs voisins, à leur famille. Bon, comment expliquer ça? Bon, vous dites que c'est un peu une manière de faire parler d'eux. Ils deviennent aussi des vedettes. On cite effectivement, j'avais repéré cette parole d'un jeune homme qui disait « Quand tu vois tout flamber, t'es fier, le lendemain, tout le monde parle de toi ». On a également mis en avant le désir de se faire rembourser par les assurances. C'est les gens qui incendient leur propre voiture. Oui. Oui, on a mis en avant la pression mise par des journalistes qui incitent les jeunes gens à faire toujours plus. Et puis il y a un ethnologue
qui, à dire vrai, je ne partage guère son analyse, qui pense que cet incendie des voitures correspond à la part maudite des rites de fête, où on voit une association entre la jouissance, la mort et la destruction. Puis il y a une façon quand même plus paisible de passer le Nouvel An, surtout pour ceux qui sont seuls. Il y a, avec son développement, il y a l'utilisation de la télévision, les émissions spéciales qui ont lieu à cette occasion, même si elles sont enregistrées bien avant le Nouvel An, si bien que sur le plateau, on se souhaite une bonne année alors qu'on est au mois de octobre ou de novembre. Et puis alors, il y a aussi justement cet événement qui se produit à la radio ou à la télévision et qui est devenu un rituel. Le chef de l'État qui, depuis justement que la radio et la télévision lui permettent de s'adresser à tous les Français, eh bien le fait tous les ans depuis René Coty sous la 4e République jusqu'à Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Mes chers amis, en toute confiance, que je vous présente mes vœux, qui j'en suis sûr, sont aussi les vôtres. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Ayons confiance, que l'an nouveau soit celui de l'espérance. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mes chers compatriotes, au printemps prochain, vous aurez à faire des choix décisifs. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je souhaite que 2010 soit l'année où nous redonnerons un sens au beau mot de fraternité qui est inscrit dans notre devise républicaine. Vive la République et vive la France. Et l'on vient d'entendre les 7 derniers présidents de la République, René Coty sous la 4e, et ensuite ceux de la 5e République présenter leurs vœux. Vincent Auriol l'avait fait, mais l'avait fait à la radio simplement. À la radio simplement. Alors cela dit, vous rappelez quand même, Jacqueline Alouette, qu'avant, c'est l'inverse qui se produisait, c'est-à-dire que c'est les corps constitués qui se déplaçaient jusqu'à l'Élysée pour présenter leurs vœux au président de la République. Alors, traditionnellement, les parlementaires et les membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, effectivement, allaient présenter leurs vœux, soit au monarque, soit plus tard au président de la République. Et sous la Troisième République, il y avait un usage symboliquement fort et assez intéressant. Le matin, les membres des corps constitués s'étaient rendus auprès du président pour présenter leurs vœux, et l'après-midi, le président se rendait au Sénat et à la Chambre pour présenter ses vœux à son tour. Et c'était particulièrement intéressant à regarder, ce déplacement d'un lieu à l'autre, sous le septennat de Félix Faure, qui était très vaniteux, qui aimait le décorum et qui avait une voiture extraordinaire et qui paradait dans les rues. Ça se fait encore aujourd'hui, bien entendu, mais alors ce qui est nouveau, ce sont ces vœux que font les présidents à l'ensemble des Français grâce à la radio. D'ailleurs, le premier, dites-vous, c'était même le président Lebrun qui présente ses vœux en 1939 pour l'année 40. On ne peut pas dire que les vœux aient été exaucés. Je ne pense pas qu'il ait prédit ce qui s'est passé en 1940. Et puis alors, il y a la télévision, Vincent Auriol pour la radio, puis la télévision, René Coty. On a pu entendre, alors, on a choisi évidemment des vœux spéciaux, De Gaulle en 67, ignorant ou annonçant une bonne année 68, sans savoir ce qui allait se passer. On a entendu Valéry Giscard d'Estaing innover en présentant ses vœux en même temps que son épouse. Au coin du feu. Oui, au coin du feu. François Mitterrand aussi assez émouvant, puisque ses derniers vœux étaient en même temps ses adieux, puisqu'il allait mourir quelques mois plus tard. Oui. Vous avez parlé d'Albert Lebrun. Alors effectivement, c'était très intéressant pour Albert Lebrun, parce qu'il n'avait pas adressé ses vœux seulement aux Français, mais à l'ensemble des peuples et de tous les hommes qui étaient unis à la France et la Grande-Bretagne. Donc il y avait une portée particulièrement forte. Pour un jour de fête d'ailleurs, sauf pour quelques irréductibles rabat-joie qui refusent que le 31 décembre à minuit, on passe d'une année à l'autre. Aucun vœu pour 2010.
Ces joyeux drilles ne se sont pas souhaité la bonne année au pied de la statue de la liberté de Plérin dans le Morbihan. Ces militants du Fonacon, le front d'opposition à la nouvelle année, comité d'organisation nationale, ont même tout tenté pour s'opposer aux 12 coups de minuit, empêcher l'arrivée du 1er janvier. 2010, en service 2010, en service. Mais le réveillon, c'est la façon la plus hypocrite de se dire que ça ira mieux l'année qui vient. Du coup, nous on arrête, c'est fini. L'année qui vient ne vient pas, on se stoppe maintenant et le pire est maintenant. C'est fini. À Plérin, vous l'avez compris, le Fonacon a donc célébré dignement le passage du 31 au 32 décembre 2009. Et c'était donc les militants du front d'opposition à la nouvelle année, donc, qui se manifestent depuis 2005, je crois, vous le rappelez. Les gens du Fonacon m'amusent beaucoup, en effet. Alors, chaque année, ils ont trouvé un slogan, 2007 sans la chaussette, 2006 quelle saucisse. Ce que je leur reproche quand même, c'est d'avoir brûlé des horloges comtoises pour bien manifester qu'ils ne voulaient pas... Ça dit, c'est leur manière à eux de faire la fête. Cette contestation du Nouvel An n'est pas nouvelle. D'ailleurs, vous rappelez un certain Taxil Delors en 1861 qui avait créé une société pour l'abolition du jour de l'an, ou encore il y avait une ligue anti-cadeau. Alors cela dit, c'est vrai que les reproches qui sont faits, que le Nouvel An c'est hypocrite, on formule des vœux qu'on ne pense pas, ça fait marcher le commerce, c'est pas entièrement dénué de réalité. Peut-être, sans doute pas. François Mauriac écrivait aussi qu'il se souvenait de ces cérémonies du Nouvel An où des gens qui faisaient comme s'ils s'aimaient, s'embrassaient, se souhaitaient une bonne année et s'offraient des cadeaux. Oui, il y a une part sans doute de convention sociale, peut-être plus que d'hypocrisie sociale de la part de la Convention. Mais enfin, après tout, si les gens peuvent se dire des choses gentilles, même s'ils ne les pensent pas à 100%, bon, pourquoi pas. Donc le Nouvel An a de l'avenir et on fêtera déjà ce soir l'année 2011 et puis ensuite 2012, on n'est pas prêt d'arrêter. Jacqueline Lalouette. Si la fin du monde prédite par le calendrier... Ah, en 2012, j'ai oublié. Oui. Voilà. Si ça ne se produit pas, nous souhaiterons également une bonne année l'an prochain. Merci Jacqueline Lalouette. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Jours fériés et fêtes légales dans la France contemporaine, publié chez Talandier, un livre dans lequel il n'est pas seulement question du Nouvel An. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Noël Vélan, documentation et archives Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova.